on ne sent pas la force motrice de cette idée géniale et généreuse. Lorsque je vais à Bumba, on vous dira qu'ici, nous n'avons rien vu des 145 territoires. Au point que le président lui-même a dû venir pendant la campagne s'expliquer en disant oui, il n'y a rien parce que ce n'est pas le ministre qui a détourné, le gouverneur, mais l'ONG, je crois que c'était PNUD, le mécanisme est trop long, etc. On n'étudie pas pour faire distinction, grand fruit ou tout ça. On étudie pour rendre service à sa nation. Un intellectuel, élite, c'est un modèle. Il doit mettre ses sentiments de côté. On a fait cette exception pour justifier la bêtise qui a été à la base de porter le nombre de provinces de 11 à 26. Rien ne justifie cette réforme-là. C'est une réforme vide pour honorer le sentimentalisme. Ça, c'est d'un des deux. Je plaide pour que le nombre de provinces soit ramené à 11. Il faut se remettre en question de façon permanente, comme je disais dans l'introduction, à quel niveau sommes-nous perdus? De la question, est-ce qu'il fallait-il passer des 11 à 26? Je me poserais la question, fallait-il passer des 4 à 6, des 6 à 9, des 9 à 11, des 11 à 26? Donc, les questions qu'on se pose aujourd'hui ne sont pas nouvelles. On dit les mêmes causes produisent le même effet. Provoquent les mêmes effets. Est-ce que nous allons continuer de nous poser chaque fois la question? Hier, c'était l'Ebola. Avant-hier, c'était... Covid? Non, la Covid, c'est aujourd'hui. Ok. Je dirais avant-hier, c'était la typhoïde ou la maladie des enfants, les rougeaux, les consorts. Pourquoi attendons-nous toujours qu'il y ait du dégât pour commencer à se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est normal qu'en cette date d'aujourd'hui, moi je parle fondamental, est-ce que c'est normal qu'en date d'aujourd'hui, pendant que nous sommes ici, là, dans cette pièce, nous tous, Congolais, intellectuels, valeureux, vous aviez introduit en disant les sommités sont là. Mais de nous tous, qui a une carte d'identité? En quoi nous sommes Congolais? Non, non. Je dis, arrêtons. Donc nous sommes des sans-papiers. Mais bien avant l'indépendance, nous étions des sans-papiers. Ok. La colonisation nous a amenés dans une vitesse de sans-papiers. On a eu l'indépendance, on continue en sans-papiers. On a produit des millions d'intellectuels, on est toujours sans papier. Lorsqu'on examine aujourd'hui le monde rural et le monde urbain, on a l'impression que le monde rural est oublié, est délaissé. Et il fallait une action agissante qui permette véritablement la remontée de ces mondes-là. Et au niveau du monde rural, il y a les territoires, il y a les secteurs, chefferies, groupements, jusqu'au niveau des villages. C'est là que l'on retrouve la pauvreté la plus absolue. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on est dans un monde urbain et qu'il n'y a pas d'autres projets. Le projet PDL, 145 territoires, c'est un projet comme tout autre projet. Et dans les différents ministères, il existe plusieurs projets. Donc, ne croyons pas que le PDL représente tous les projets de la République. Non. Je voudrais également rappeler la motivation du législateur qui est arrivé véritablement à consacrer la décentralisation comme étant le mot de gestion territoriale. Certainement que les provinces, on n'est plus dans une logique de décentralisation de manière restreinte, on est dans la logique de découpage. On s'est dit, quel l'arrangement institutionnel que nous pouvons utiliser pour rapprocher davantage les populations aux gouvernants. Parce qu'on a ressenti
n'est-ce pas, la distance entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Il faut chercher un mode opératoire qui permette de construire la proximité de manière que ce que dit la population soit pris en considération dans les programmes, dans les projets de ceux qui dirigent. Ça, c'est la motivation fondamentale de la décentralisation, de la logique du législateur, etc. La République démocratique du Congo est un grand pays, un pays qui effraie même les Occidentaux, mais la question qui mérite d'être posée, est-ce que nous avons un capital humain important, capable à relever le défi de la République démocratique du Congo? Nous pouvons bien nous dire que nous avons des richesses. Est-ce nous avons des hommes capables à transformer ces richesses pour l'intérêt de sa propre population? Toutes ces questions très questionnantes, c'est dans cette émission aujourd'hui, ces grands plateaux avec les têtes bien faites de la République. Vous étiez très 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 nombreux à vouloir à ce que nous puissions réussir ces castings. Nous avons fait les nécessaires. Les papas nous ont respectés et ils ont voulu à ce que vous puissiez apprendre quelque chose. Mais moi, je vous exhorte d'avoir vos blocs-notes à côté parce qu'il y a l'intelligence et la sagesse qui va sortir sur ces plateaux. Sur ces plateaux, je suis avec les fondateurs de l'UDPS, les grands partis au pouvoir, l'un des 13 parlementaires. Il est ici avec nous. Monsieur Paul Gabriel Kapita Chabani, il est ici avec nous. Monsieur le fondateur, soyez le bienvenu. Merci bien, monsieur Kassom Delphin. Vous confirmez que vous êtes l'un des 13 parlementaires et fondateur de l'UDPS? L'histoire le sait, je le sais si bien. Et j'ai intériorisé les idées fondamentales nous ayant amené à réfléchir pour constituer un groupe des 13 parlementaires qui ont émergé de 272, qui avaient été réellement élus en 1977. Et j'en suis fier comme fils de ce pays, quelles que soient les contradictions de notre société, j'en suis sûr. C'est par rapport à mon âge, l'âge que j'avais à l'époque, et il faut voir aujourd'hui une nette différence. Et les époques diffèrent les unes des autres, mais il faut que nous puissions mettre la main à la pâte, à l'instar de mon frère ici, M. Atundu, qui compte parmi les intellectuels de ce pays de par ses productions et l'apport dont il a fait preuve partout où il est passé. Voilà. Merci, monsieur le fondateur de l'UDPS. Mais une question de curiosité avant que je passe la parole de l'autre côté. 40 quelques années plus tard, l'UDPS était créé. Aujourd'hui, quand même, l'UDPS est au pouvoir. Êtes-vous fier de votre combat? C'est pénible. Mais il ne faut pas qu'on laisse tomber les mains. Non. La société humaine est faite de contradictions. Mais à partir du moment que ces contradictions deviennent une habitude, il faut le relever et condamner de manière à ce qu'on puisse y mettre fin. Quelles que soient les méthodes à utiliser, il faudrait qu'on envisage de voies et moyens susceptibles de mettre fin à des situations que nous vivons dans notre pays. Merci. Merci, monsieur le fondateur de l'UDPS, monsieur Paul Gabriel Kapita Chabani. De l'autre côté, nous avons l'intelligence fine de notre pays, une bibliothèque pour plusieurs. Il s'appelle ambassadeur Alain Atundu Liongo. Il fit les chefs de l'ANER, il était PCA à la SNEL, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il est aussi panafricaniste, président d'un parti politique. Il est ici avec nous. Il est dans l'Union sacrée. Monsieur l'ambassadeur, soyez le bienvenu. Merci, Delphin.
Voilà, de l'autre côté, nous avons les panafricanistes. Monsieur Norbert Yamba, l'un de 8 nominés, à moins que je me trompe, il y a quelques jours, parmi les meilleurs panafricanistes de l'Afrique, au même titre avec Laurent Gbagbo et Ibrahim Traoré et les autres. Mais c'est un Congolais qui fait la fierté de nous, peuple congolais. Monsieur Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci Delphine. D'abord, je voudrais saluer et remercier très sincèrement mon Dieu. Parce que là, je suis côte à côte avec les fondateurs de notre parti. Nous étions très jeunes, nous avons écrit trop tôt. Et voilà, ceux qui ont rêvé, pas de la rêverie romantique, mais ils ont rêvé une société. Aujourd'hui, cette société est en train de se construire encore, qu'il y a trop de douleurs d'enfantement, mais quand cela ne tienne, et ça permet naturellement de monter un arrangement institutionnel qui nous permet d'avancer. Je salue également l'ambassadeur Atundou, je salue Sa Majesté Mfumu Fima. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on va assister à un débat utile, parce qu'il n'y aura pas de contradiction. On va véritablement échanger, renforcer, mutualiser nos intelligences pour que le Congo fonctionne autrement. Merci, M. Norbert Yamba, vous m'avez dévancé. Il est là avec nous, l'homme sacré de la République démocratique du Congo, les rois en Congo, M. Mfumu Fima, Sa Majesté, l'homme qui a investi les chefs de l'État après la Cour constitutionnelle. C'est lui, avec son groupe, il avait amené des chefs coutumiers, on avait suivi nous tout ça, il avait investi les chefs de l'État. Le pouvoir que les chefs utilisent vient de leurs mains. Il est ici avec nous, M. Mfumu Fima, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Que l'étoile des ancêtres bénissent et que les archanges et esprits congolais puissent continuer à protéger cette république. Cette république, comme j'ai toujours mentionné, qui est l'espoir du monde, qui est l'espoir de l'Afrique, qui était choyée de partout, là où les Congolais étaient craints dans le monde entier, que ce soit des Américains, des Européens. La question serait plutôt, comme nous disons, mais nous avions reçu ces Occidentaux. Je prends le cas de la RDC en 1482 avec des Gokao, pour découvrir un peu cette autre race. Et quand nous lisons dans leur feuilleton qu'ils ont découvert des empires, des royaumes, des civilisations, des bâtiments organisés, structurés, financiers, sécuritaires, défense, tout ce qui était craint, un peu comme on parle de l'histoire de l'Empire égyptien aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que 4 siècles après, qu'il y ait 14 aventuriers qui se mettent à une table à la conférence de Berlin et dire on partage tout aujourd'hui? 14 aventuriers. 4 siècles. Okay. De 1482 à 1885. Okay. Pour que ceux que vous aviez reçus se mettent maintenant à table, commencent à se partager votre maison, comme si vous n'existez plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les vaillants Congolais qu'on était puissions en 1885 devenir un ensemble vide qui pouvait permettre à ces aventuriers d'occupation d'occuper jusqu'à nos jours cette Afrique, et se sont partagés. Et donc l'ancestral pour nous, c'est ces raisonnements. Un raisonnement qui pourrait peut-être d'entrée de jeu poser la question, parce que vous avez parlé des traditionnels, on a parlé peut-être de l'investiture du chef d'État comme vous aviez dit, ou d'autres disent c'est symbolique, d'autres disent c'est l'aventure, peu disent oui, c'est ce qu'il fallait. Mais la question fondamentale serait plutôt pour tous les intellectuels congolais. Qu'est-ce qui fait que la RDC est un pays aussi puissant, géant, qui pèse dans la SADC, de par d'abord ses mines, mais qui malheureusement n'arrive toujours pas à faire passer la libre circulation de Congolais, comme les font les populations de la SADC. Pourquoi cette RDC que nous voulons choyer aujourd'hui, qui est dans la CEAC, dans cette Afrique centrale, se retrouve dans une communauté, une sous-région où les populations partent de Brazza, Gabon, Centrafrique, Cameroun, rien qu'avec leur cas d'identité, mais que les géants RDC doivent toujours demander un visa.
Et pourquoi même quand on s'ouvre à l'EAC, que ces géants africains, congolais, a toujours difficile à accéder avec des visas, à ne pas confondre avec les passeports des services diplomatiques qui sont dans le monde entier, mais les Congolais. Vous partez de la Tanzanie, vous remontez l'Ouganda, vous allez au Rwanda, vous remontez le Kenya. Rien qu'avec votre carte d'identité, vous circulez. Mais la RDC, il lui faut un visa. Merci. Une RDC qui se vante d'être RDC, parce qu'il appartient aux communautés et qui ne se pose pas la question, suis-je vraiment un homme au moment où chacun peut circuler partout chez eux, dans leurs entités, mais que moi, qu'on appelle leur frère, je dois toujours avoir une autorisation. Et donc, l'autorité coutumière est là pour rappeler la mémoire, pour que les gens puissent se demander qui sont-ils réellement, à quel niveau ils se sont perdus, que cherchent-ils et que pouvons-nous faire. Merci. Pas en tant qu'individu, mais en tant que cette autorité traditionnelle qu'il faut ramener dans sa phase métaphysique de l'existence de la RDC. Merci, Monsieur Sa Majesté Fumudi Fima, le roi Congo. Je vous avais annoncé la thématique aujourd'hui avec cette tête bien faite de la République. RDC, 26 provinces, PDL 145 territoires. Le développement à la base est-il possible? Je répète. RDC, avec ses 26 provinces, PDL 145 territoires, le développement à la base est-il possible? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé ces grands projets pour l'intérêt de nos provinces, qui est le développement. Parce que nous nous appelons le grand pays de l'Afrique et du monde, mais la question est que l'immensité de la République démocratique du Congo, mais pourquoi on n'arrive pas à relier les Congos? Pourquoi le Congo n'arrive pas à s'affirmer sur le plan national, même sur le plan africain? Alors, face à toutes ces questions très questionnantes, il y a ces grands projets que le gouvernement a lancés à disposer de moyens. Mais la question qui mérite d'être posée, est-ce les études ont été faites de manière normale pour que ces développements aient réellement lieu? Face à toutes ces questions très questionnantes, on a fait appel aux hommes intelligents de mon pays pour que nous puissions réfléchir. J'ai lu une réflexion de l'ambassadeur Aléa Toundou par rapport à ces grands projets de PDL 145 territoires. J'aimerais vous donner quelques minutes, monsieur l'ambassadeur, de nous faire un peu la synthèse de votre réflexion par rapport à ces grands projets avant que nous puissions lancer les débats. Merci Delphin. Plutôt que de vous faire la synthèse, je voudrais rappeler l'esprit qui a donné naissance à cette réflexion. Vous vous souvenez que pendant la campagne, le président a lancé le programme de développement par les 145 territoires, par la base. Parce que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, le développement du pays est parti du sommet. Et le sommet s'arrête quelque part. Dans les grandes villes, même à la limite dans les grandes agglomérations. Mais si vous allez dans nos villages aujourd'hui, les gens sont délaissés à eux-mêmes. On ne sait pas ce qu'ils font. Et leurs préoccupations et aspirations ne montent pas jusqu'au sommet. Alors, s'inspirant vraisemblablement de la philosophie de l'UDPS, la pyramide renversée, le président a voulu renverser le paradigme. Commençons par la base. Quelles sont leurs préoccupations pour qu'enfin le développement soit comme une plante qui monte vers le haut. Quand vous plantez, ça ne descend pas, mais ça monte. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a captivé dans ce programme. Mais malheureusement, dans la gouvernance du pays, on ne sent pas la force motrice de cette idée géniale et généreuse. Lorsque je vais à Bumba, on vous dira qu'ici, nous n'avons rien vu des 145 territoires. Au point que le président lui-même a dû venir pendant la campagne s'expliquer en disant oui, il n'y a rien parce que
ce n'est pas le ministre qui a détourné, le gouverneur, mais l'ONG, je crois que c'était PNUD, le mécanisme est trop long, etc. Bon, si déjà dans la ville de la cité de Bumba, vous avez ça, combien de gens connaissent Yali Gimba ou même Ebonda? Donc, c'est ça qui est important. Il y a même ici au Congo central, il y a un village qui s'appelle Kiazokolo vers Mbazangongo. Il y a une construction d'un grand hôpital dans le cadre de 145 territoires. Mais les villageois ne savent même pas que cette construction, c'est dans le cadre de 145 territoires. Ils se demandent, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est les privés, c'est à qui? Donc, ça signifie que la première chose à faire, c'est d'expliquer ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on appelle la communication. Il faut qu'il y ait une communication sociale de proximité pour que chaque territoire puisse mener une campagne de revalorisation identitaire. Je suis de Banzangungu. À Banzangungu, nous produisons ça. Nous avons telle difficulté, mais ce que nous avons, nous l'exportons à Kinshasa, etc. Et, je le dis, à Bumba, c'est vrai, à Kassangoul, au territoire de Kassangoul, c'est vrai, vous allez même à Kabé, à Kamanga. La même chose. Les gens ne sont pas informés pour susciter l'intérêt et donc l'adhésion. Voilà ce qui m'a intéressé dans cette idée de développement par les 145 territoires et ce qui m'a amené à réfléchir sur les modalités ou tout au moins l'approche pragmatique pour que ceci soit une réalité de gouvernance, une réalité de la vie politique nationale. Merci, monsieur l'ambassadeur Alain Atundu. Vous avez compris l'importance de ce grand sujet parce que si tous les 145 territoires se développent, donc chacun peut rester chez lui, dans sa province et vivre le merveille également de la République. Je donne la parole au fondateur de l'UDPS, l'un des 13 parlementaires, Monsieur Paul Gabriel Kaputa Chabani. Vous allez m'excuser si j'appelle, je cite mal vos noms, mais c'est vous. Il y a ceux qui pensent que c'est un projet ambitieux. Auparavant, on avait 26 provinces. Aujourd'hui, avec la décentralisation, nous avons on avait 11 provinces. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Est-ce qu'il ne fallait pas aller mollo au lieu de lancer ces projets d'emblée comme ça? Le Congo est grand. Est-ce qu'il y avait l'erreur stratégique? Tout ce qui s'est fait autour de cette histoire, moi j'appelle cela sentimentalisme et irresponsabilité politique. Vous dites? J'appelle cela sentimentalisme et irresponsabilité politique. Dans la mesure où, du temps du président Mobutu, on avait 11 provinces. Qu'est-ce qui justifie le fait de porter ces provinces de 11 à 26 pour atteindre quel objectif? Je prends le cas du Kasaï. La loi, je ne sais pas si on l'a modifiée, la loi dit ceci par rapport à cette bêtise-là. Les nouvelles provinces devraient porter le nom des anciens districts. Mais qui peut nous justifier le fait que, en ce qui concerne la province dite Kassai centrale, porte cette épithète-là? Puisque cette province est sur le territoire, et le district est dans le district de la Louloua. Et la Louloua, ce n'est pas seulement une tribu, c'est un cours d'eau qui prend son nom en Angola. En Angola, on l'appelle cette source, ce cours d'eau, Ruru. R-U-R-U.
Étant donné qu'en Tchoulouba, il n'y a pas de R, nous l'avons déformé en Louloua. Louloua, ça n'a rien à voir avec une tribu ou une ethnie. Je connais qui a influencé cette bêtise. J'appelle cela bêtise. On n'étudie pas pour faire distinction, grand fruit ou tout ça. On étudie pour rendre service à sa nation. Un intellectuel, élite, c'est un modèle. Il doit mettre ses sentiments de côté. On a fait cette exception pour justifier la bêtise qui a été à la base de porter le nombre de provinces de 11 à 26. Rien ne justifie cette réforme-là. C'est une réforme vide pour honorer le sentimentalisme. Ça, c'est d'un des deux. Je plaide pour que le nombre de provinces soit ramené à 11. Pour quelles raisons? Mais ce pays n'a pas changé de dimension. Hein? N'a pas changé. Il y avait 6 provinces du temps belge. Ne disons pas, oh, la population augmente. Mais aux États-Unis, la population augmente. Prenez la superficie de la province de Californie, de l'État de Californie. L'État de Californie, il y a un seul gouverneur. Ce qui compte, ce n'est pas multiplier les structures ou quoi que ce soit, mais la compétence des personnes qui sont à la tête de cette province ou de ces territoires. Deux, les personnes qui sont à la tête des territoires, puisque l'ambassadeur a fait une étude très intéressante, tout développement part de la base. Ces territoires sont animés par quel type d'administrateurs? En dépit du fait qu'il y en a qui sont là depuis qu'on les a nommés, ils n'ont jamais été payés. Ça a rapporté quoi? Il faut éviter le sentimentalisme en politique. Quand on fait la politique, il faut être rationnel. Il faut être mûr. Il faut avoir des conseillers qui vous dépassent. Mais on ne peut pas développer un pays sur base du sentimentalisme ou des objectifs d'autre ordre que ce à quoi on aspire. Merci. Monsieur le fondateur Paul Kapita, cette émission est interdite aux cardiaques, mais ayez vos blocs-notes pour noter. Alors, monsieur Foumoudi Fima, Sa Majesté Foumoudi Fima, vous êtes la personne qui a le pouvoir sur noter. La question directe, c'était d'abord important que nous puissions quitter des 11 provinces à 26 provinces? Si oui, c'est quoi l'avantage? C'était quoi l'avantage? Merci. Je salue les réflexions. Et d'ailleurs, nous disons dans notre tradition, il faut bien qu'il y ait la pluie pour qu'il y ait le beau temps. Okay. Il faut qu'il y ait palabre pour qu'il y ait solution. Mais aussi, il faut se remettre en question de façon permanente, comme je disais dans l'introduction, à quel niveau sommes-nous perdus? De la question, est-ce qu'il fallait-il passer des 11 à 26? Je me poserais la question, fallait-il passer des 4 à 6, de 6 à 9, de 9 à 11, de 11 à 26? Donc, les questions qu'on se pose aujourd'hui ne sont pas nouvelles. On dit les mêmes causes produisent le même effet. Provoquent les mêmes effets. Est-ce que nous allons continuer de nous poser chaque fois la question? Hier, c'était l'Ebola. Avant-hier, c'était... Covid? Non, la Covid, c'est aujourd'hui. Ok. Je dirais avant-hier, c'était la typhoïde ou la maladie des enfants, les rougeaux, les consorts. Pourquoi attendons-nous toujours qu'il y ait du dégât
pour commencer à se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est normal qu'en cette date d'aujourd'hui, moi je parle fondamental, est-ce que c'est normal qu'en date d'aujourd'hui, pendant que nous sommes ici, là, dans cette pièce, nous tous, Congolais, intellectuels, valeureux, vous aviez introduit en disant les sommités sont là. Mais de nous tous, qui a une carte d'identité? En quoi nous sommes Congolais? Non. Je dis, arrêtons. Donc nous sommes des sans-papiers. Mais bien avant l'indépendance, nous étions des sans-papiers. Ok. La colonisation nous a amenés dans une vitesse de sans-papiers. On a eu l'indépendance, on continue en sans-papiers. On a produit des millions d'intellectuels, on est toujours sans-papiers. Et pire, tous des chauffeurs. Qui a son permis de conduire? Qu'est-ce qu'on n'est pas ridicule d'arriver dans un État étranger? Vous voulez louer un véhicule, vous devez présenter non seulement la carte d'identité, à la limite les lecteurs là encore. On dit bon, défisquer les passeports. Qui d'ailleurs se donne sans soubassement parce qu'on n'a toujours pas d'identité. Quelle est l'identité congolaise? Le permis de conduire, on vous dit non, monsieur, vous n'avez pas de permis, donc on ne peut pas. Vous louez une voiture. Il faut trouver quelqu'un qui est là-bas, qui doit accepter de vous couvrir. Qu'est-ce qui n'est pas ridicule? Ces roulages qui stoppent tous les Congolais sur la circulation aujourd'hui pour contrôler des documents. Or, le premier document du roulage, c'est le permis de conduire pour s'assurer que la personne a qualité de circuler. Ça n'existe pas. Je dis, il y a des... Je vois encore la phrase de Mbuta Kapita, le fondamental. Est-ce que le fondamental, c'est ce que nous parlons, qui est le tronc, ou les débats que nous allons vers le feuillage? Ou est-ce que le fondamental, je ne sais pas si c'est Mbuta Kapita ou Mbuta Tundu qui l'a dit, quand on plante la graine, il doit aller vers le haut. Non, quand on plante la graine, il commence vers le bas. Et sort d'abord ses racines. Il doit s'attacher à la terre. C'est de là qu'on peut dire, oui, la graine a pris. Est-ce que nous allons continuer les débats des graines qui vont vers le haut? Ou est-ce qu'il faut-il se dire, non, on a raté les débuts? Quelle a été l'indépendance de ce pays? Et sur une phrase, entre le ministre des Affaires étrangères belge et celui du Congo, à dater d'aujourd'hui, le Congo devient indépendant, point. Ni remise reprise, ni état de lieu, rien du tout. Et jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a aucun état des lieux sur la République. Aucun. 64 ans après? Aucun. Il suffit qu'on soit en bagarre avec l'Angola. Nous allons nous plaindre, il faut que les Belges viennent. Il faut que les Angolais appellent les Portugais pour nous dire à quel niveau était la limite. À l'âge de 60 ans, vous cherchez encore à savoir où se situent vos limites. Non, nous continuons à faire du faux fuyant. Au lieu de revenir en arrière, comme avait tenté le maréchal, en disant retour à l'authenticité, mais très vite bousculé, il dit non, recours. Mosé Kabila l'a tenté. Il dit revenons d'abord. Lumumba l'a écrit. Réécrivez l'histoire. Kimbangu l'a dit. Récupérez d'abord l'esprit. Mais une fois que l'indépendance acquise, à quel moment nous nous battons pour récupérer l'esprit, si ce n'est de faire plutôt l'apologie, la publicité des églises? Les mêmes qui ont colonisé. Alors on est dans quel pays? Est-ce que les débats sur les 145 territoires, d'abord même quand on parle des 145 territoires, je ne sais pas si Kinshasa était un territoire. Dans les 145 territoires, et Kinshasa est où? Donc cette population de Kinshasa n'existait plus. Parce que tout le monde s'y est installé, donc les Tekeumbo ont disparu, n'ont plus de territoire. Non. Il y a des fondamentaux, et moi je pars du principe que la RDC aujourd'hui, si elle doit se reprendre, c'est de se remettre réellement en cause pour dire, comme l'a fait Mao Tse-tung, je dirais encore il y a 50 ans,
La Chine venait quémander au Congo pour trouver les marchés. Il y a 10 ans encore, les Éthiopiens faisaient le plein de la rue de Kinshasa pour demander à manger. Aujourd'hui, c'est la RDC qui court derrière la Chine. Aujourd'hui, c'est la RDC qui se précipite l'avion pour faire l'escale par Addis Abeba. Qu'est-ce qui se passe réellement? Merci. Voilà, c'est plutôt ça. Merci, monsieur le Sa Majesté Fumudi Fima, le roi Congo. Alors, le panafricaniste Norbert Yamba, ancien directeur de cabinet du VPN de l'Intérieur, Peter Kazadi et Jacquemin Chabani. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que du fait que nous avons 26 provinces, on est allé trop vite. Mais vous avez géré des gouverneurs. Vous connaissez la République démocratique du Congo parce que vous étiez les directeurs de cabinet du VPM de l'Intérieur. Est-ce une bêtise de quitter 11 provinces à 26 provinces? Est-ce le projet de PDL 145 territoires? Est-ce un projet ambitieux mais vite? Merci Delphin pour l'importance de ces débats. Je voudrais quand même, dans un premier temps, tranquilliser Fumudi Fima qui a fait une analyse assez pertinente, mais il s'est posé même la question de savoir si Kinshasa n'est pas concerné. J'ai dit tout de suite, Kinshasa n'est pas concerné. Et l'ambassadeur Atundu l'a bien dit, que lorsqu'on examine aujourd'hui le monde rural et le monde urbain, on a l'impression que le monde rural est oublié, est délaissé. Et il fallait une action agissante qui permette véritablement la remontée de ces mondes-là. Et au niveau du monde rural, il y a les territoires, il y a les secteurs, chefferies, groupements, jusqu'au niveau des villages. C'est là que l'on retrouve la pauvreté la plus absolue. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on est dans un monde urbain et qu'il n'y a pas d'autres projets. Le projet PDL, 145 territoires, c'est un projet comme tout autre projet. Et dans les différents ministères, il existe plusieurs projets. Donc, ne croyons pas que le PDL représente tous les projets de la République. Non. Je voudrais également rappeler la motivation du législateur qui est arrivé véritablement à consacrer la décentralisation comme étant le mot de gestion territoriale. Certainement que les provinces, on n'est plus dans une logique de décentralisation de manière restreinte, on est dans la logique de découpage. On s'est dit, quel l'arrangement institutionnel que nous pouvons utiliser pour rapprocher davantage les populations aux gouvernants. Parce qu'on a ressenti, n'est-ce pas, la distance entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Il faut chercher un mode opératoire qui permette de construire la proximité de manière que ce que dit la population soit prise en considération dans les programmes, dans les projets de ceux qui dirigent. Ça, c'est la motivation fondamentale de la décentralisation, de la logique du législateur, etc. Alors, j'ai beaucoup aimé quand Fumudi Fima parle, on est allé de 6, 9, 11, etc. Effectivement, c'est la même chose. C'est la même chose. On a tenté l'expérience. Je crois que l'ambassadeur le sait. Même le président Mobutu à l'époque, au lieu de démocratiser les découpages, il est allé par une expérience d'une province qui était le Kivu, l'ancien Kivu, pour scinder ça à 3 provinces. Mais écoutez, il faut savoir comptabiliser les évolutions. À Sainte City, les gens ont estimé qu'il y avait nécessité d'aller dans la responsabilisation des entités qui auront la personnalité civile à pouvoir s'occuper de leur développement parce que le Congo est si grand. Les fondateurs est là, ils se sont battus contre la centralisation. Et même au niveau de la centralisation, je me rappelle bien, le professeur Mourouna a dit, on ne peut pas laisser beaucoup d'entités dans une sorte de subordination, dans une sorte de manque d'initiative, dans une sorte de manque d'impulsion. Il faut aller dans la direction de responsabiliser de certaines entités, leur donner l'autonomie, qu'ils soient à même de poser des actes susceptibles de produire des effets de droit.
Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même nécessité qu'on puisse avoir plusieurs provinces. Avoir plusieurs provinces ne veut pas dire on abandonne, n'est-ce pas, ces provinces-là entre les mains de ceux qui y ont la responsabilité. Il y a un partage des rôles. C'est comme ça que vous trouvez que le gouvernement de la République, le gouvernement central, il y a des niveaux de pouvoir politique. Il y a le niveau central et le niveau provincial. Au niveau central, il y a 36 compétences exclusives. Il y a une répartition de rôles. Au niveau provincial, il y a 29 compétences. Il y a 11 compétences partagées. Et à différents niveaux d'atterrissage, il y a des compétences reconnues à chaque entité. Il appartient maintenant à chaque entité, au travers, n'est-ce pas, son leadership local, etc., de travailler pour promotionner cette entité. Mais il n'y aura pas tellement des activités ou des actions qui seront menées par cette entité. Le gouvernement central a sa part de responsabilité, le gouvernement provincial a sa part de responsabilité. C'est ça la vision. L'idée, c'est qu'au lieu d'entendre que bon, tout vient de Kinshasa et que Kinshasa devient le maître du ciel qui donne et qui réalise, et donc il faut donner la possibilité aux gens qui sont au niveau des provinces d'être en mesure de prendre des décisions dans la rapidité et s'occuper de leur développement. C'est ça ce que ça veut dire. Alors pour revenir, je suis en train de citer, pour revenir à la question de 145 territoires, il faut saluer sincèrement. Je suis dans ces activités, j'ai quand même côtoyé 43 pays en Afrique, etc., sur cette perspective de la question de la décentralisation. Je n'ai pas encore trouvé un projet comme celui-là. Un projet qui a 1,660 milliard de dollars et qui visiblement s'occupe d'un certain nombre d'actions prioritaires, des problèmes prioritaires au niveau véritablement des entités. Je voudrais juste dire que il y a des territoires qui sont loin supérieurs en termes de superficie, en termes de population que certains pays africains. Seychelles, c'est 454 km². Quand vous prenez par exemple Sao Tomé-Principe, c'est un pays, 964 km². Mais ils ont des gouvernements, ils ont des provinces, ils ont des bateaux, ils ont. C'est que très clairement, et là je voudrais revenir à ce que disait le fondateur pour dire que qui gère ces entités? Voilà. Qui gère? Et comme tout a été politisé, où chacun de nous, quand il a telle ou telle personne, il négocie pour qu'il soit affecté, les gens n'ont pas suffisamment de profils pour assumer véritablement la responsabilité. Et donc on se trouve en des gens où des stagiaires sont dans une salle d'urgence. Vous dites j'ai dit, beaucoup sont des stagiaires. Et on leur donne une salle d'urgence pour gérer. Et c'est qu'on est en train véritablement de planifier la mort. Et raison pour laquelle le gouvernement de la République, notre gouvernement, a pris des responsabilités pour créer une école nationale de la territoriale. Et cette école nationale de la territoriale a la responsabilité de régler ce qu'on peut retrouver comme insuffisance. Et donc, si on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Il faut accepter la configuration d'aujourd'hui, encore qu'il faut apporter des améliorations pour qu'on puisse avancer. Il n'y a pas de réalisation mathématique. Merci, M. Norbert Mbemba, panafricaniste, ancien directeur de cabinet du VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi et Jacques Machabani. Monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou, même les plus longs voyages du monde commencent toujours quelque part. Il y a quand même un groupe de gens qui pensent, oui, on a créé 26 provinces, mais c'est des provinces mort-nées. On n'a pas donné à ces provinces le moyen qu'il faut pour que ces provinces se développent. Oui, je voudrais d'abord saluer l'intervention pertinente de Lefomou qui a rappelé la source. Mais néanmoins, il convient d'éviter de résumer l'histoire du pays à l'instant présent. Le chef a dit que nous sommes dans un régime de sans-papiers. Ce serait difficile de l'affirmer à travers l'histoire de notre pays. Parce que, à l'époque coloniale, les documents, l'identification était nécessaire. Donc
nous avions des SD, etc. Aujourd'hui, tout le monde se réfère encore aux cartes des citoyens de Mobutu. Donc aujourd'hui, maintenant, nous tentons une troisième expérience. Donc nous ne sommes pas dans un régime de sans-papiers. Ne vous coupe pas, j'ai la carte. Le processus va continuer. J'ai la carte, la actuelle carte. Donc nous ne sommes pas dans un régime de sans-papiers. D'autre part, passé de 4, 6, je vous dis que le Congo était d'abord divisé en deux parties, l'Est et l'Ouest. Et puis 6, et puis 11, etc. Ce n'est pas le fait du hasard. Cela répond quand même à une certaine rationalité. Une rationalité de gestion. Dans les années 80, il y avait un nouveau concept dans la gestion des entreprises. C'était la gestion par unit business. C'est-à-dire, on identifiait les activités et on les transformait en société. Je prends l'exemple. Il y avait la Gécamine commerciale qui faisait la commercialisation, la Gécamine production qui faisait la production, la Gécamine développement qui nourrissait les gens. Cela avait l'avantage d'abord d'identifier les besoins, de maîtriser les fonds avancés et de mieux gérer l'entreprise. Et donc, il me sera difficile d'accepter qu'on ait passé de 2 à 11 tout simplement par mimétisme. Vous avez donné l'exemple des Seychelles, Vatican. C'est un État. C'est un État. Les Andorres. Non, il ne faut pas nécessairement se référer à d'autres pour trouver des solutions à nos problèmes. Nos problèmes sont là, aujourd'hui, que ce soit une province, que ce soit 11 provinces. La philosophie est que nous voudrions que l'entité de base fonctionnelle soit génératrice de besoins et de philosophie de développement. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du territoire. Il y a 145 territoires. Mais chaque territoire a combien de secteurs? À Bumba, à la Mongala, il y en a 3. À Sankourou, il y en a 6. C'est pas au Kassai, il y en a combien? Il y a 478 secteurs. Voilà, 478. 261 chefferies. Voilà. Donc, pour l'ensemble. C'est pour tenir compte de ces éléments qu'on appelle géonomiques, c'est-à-dire l'entité de gestion et d'administration. Parce que quand on dit localité aujourd'hui, c'est une entité d'administration. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on commence, qu'on n'oublie pas ces gens-là? Que les besoins, leurs besoins, ne leur soient pas imposés par le pouvoir central. L'idée, c'est que c'est eux-mêmes qui déterminent leurs besoins. Mais pour qu'ils connaissent leurs besoins, il faut que quelqu'un leur explique. Et d'où l'importance de la question du fondateur. Qui? Si vous avez un administrateur du territoire qui passe son temps à venir ici à Kinshasa pour essayer un peu de trouver des frais d'administration, il n'a pas le temps même d'aller sur place. Tous nos territoires ne manquent pas d'éléments de valorisation. La potentialité. L'exemple de Bumba. À Bumba, il y a une usine qui est capable de traiter 50 tonnes de riz par jour. Toutes choses étant égales, c'est-à-dire les routes d'intérêt économique, les routes de desserte, les agriculteurs, etc. Nous avons à Yaligimba une usine, une plantation qui donne 18 tonnes d'huile de palme par jour. On ne le sait pas. Bon, aujourd'hui, à Bumba, ils sont incapables de fournir 50 tonnes de riz par jour à cette usine-là. Si elle en fait 50 par mois, c'est une performance. Voilà une solution
aux problèmes de ces gens-là. Pourquoi ils ne produisent plus? Pourquoi? J'étais au Kasaï. Il y a quelques années, j'ai fait Kabeakamanga, Miabi, presque à pied. Et donc, je m'intéressais un peu au village. Je suis arrivé quelque part, j'ai trouvé un vieux qui avait un caféier. Alors moi, je me disais, peut-être que le caféier ne pousse pas au Kasaï. Je dis, mais c'est pourquoi? Il dit, non, c'est pour mon besoin. J'ai dit, bon, mais vous pouvez en faire pour les besoins de tout le monde. Donc, l'élément de vulgarisation et de révalorisation identitaire de cette entité de base est nécessaire. À partir du moment où on sait que le Kasaï, disons, le territoire de Kabeakamanga, peut aussi produire du café comme à Bumba, ça introduit un élément d'émulation. Okay. Donc, moi je pense que nous sommes tous des êtres imparfaits, hein, et quelles que soient les corrections que nous donnons à cette approche, nous sommes encore imparfaits. Voilà. Donc, je pense, comme l'a dit le professeur, le panafricaniste Yamba Yamba, il faut commencer quelque part. Et je crois que c'est Machiavel qui l'a dit. La politique, ce n'est pas la morale. La politique, c'est faire appliquer sa vision avec les gens qu'on a. Okay. Si ce sont des paysans, faites-le avec les paysans. Si ce sont des intellectuels, ne dites pas « je voudrais d'abord transformer les paysans en intellectuels », ça prendra toute une génération. Donc, nous faisons cette politique de développement à partir de ce que nous avons, des quelques avancées que vous avez bien voulu rappeler, parce que je crois qu'il n'y a pas longtemps qu'on connaît exactement le nombre de nos localités, le nombre des secteurs, le nombre de groupements. Ça, c'est déjà un grand effort. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur, les fondateurs de l'UDPS, Paul Kapita, c'est vrai, il faut commencer quelque part. Monsieur Atondo a dit, même si on peut dire que le 26 provinces est la province même mort-née, vous avez dit que c'est une bêtise, mais chaque province a ses potentialités. On peut se baser sur ses potentialités pour créer l'émulation et chercher à ce que la province soit boostée. Est-ce que c'est pas possible? Pour le moment, ce n'est pas possible. Il ne faut pas se faire d'illusions. Heureusement que j'ai un savant ici à côté en la matière. Quel type d'administrateur de territoire avons-nous? Ça, c'est important. J'espère que on ne privilégie pas la parenté. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui se font propulser comme ça sur base de simples relations socio-économiques, familiales. Et on peut inventer n'importe quel programme, telle initiative que l'ambassadeur a prise, dont j'ai fait lecture. Non, il n'y a pas de miracle à faire. La compétence précède l'exécution. Okay. Nous, de notre temps, il y avait des assistants agronomes dotés d'une moto chacun. Ces gens avaient fait 5 ans secondaire. Ils étaient très actifs et très productifs. Les petites routes de dessert agricole étaient entretenues par des cantonniers. Et les agronomes assistants décrivaient une portion de terre qui devait être cultivée par tel. Nous, mon papa était commis à la formière de Chikapa. Mais toutes nos vacances, nous les passions au village. Okay. Et dans les villages, tout le monde avait des jours comme ça. Des jours comme ça. Oui. À travers toutes les cases, il y avait à vendre le marché. Dans les villages, beaucoup à manger. Et quand la famille qui venait du village pour nous rendre service à la formière de Chikapa, amenait avec soi à manger.
Ce qui nous manque, je crois que... je connais le panafricanisme. J'avais suivi une émission qu'il avait animée. Puis hier, j'ai dit non, nous avons des savants. C'est comme... Aujourd'hui, nous avons des... Je m'excuse beaucoup. Nous avons des potentats qui font autre chose que ce qu'ils proclament. Les discours. Oui, il y en a qui croient, je crois l'ambassadeur l'a relevé ou Sa Majesté. Il y en a qui croient que le fait de parler bien français vous confère certaines considérations d'ordre patriotique, de n'importe quel ordre. Non, c'est une langue. C'est une langue que nous avons apprise à l'école. Mais cette langue n'apporte aucun dividende si soi-même on est nul. Oui. Qui est administrateur aujourd'hui? Qui est chef de secteur aujourd'hui? Il suffit qu'on aille corrompre et on est nommé. ATD. Oui, il faut corrompre. On est nommé. Nous, on a grandi avant l'indépendance. J'ai terminé l'école primaire en 60. Les mines étaient exploitées par des sociétés para-étatiques ou des sociétés de vocation, l'épithète m'échappe, vous châtiez très bien la langue de Molière, ou tous les quatre. Mais aujourd'hui, ça me révolte, ça me préoccupe. Tant que cette pratique n'est pas arrêtée, nous pouvons inventer 1001 solutions, 1001 projets. Je n'ai jamais entendu dans un pays que les mines sont les propriétés de particuliers qui auraient payé un petit rien, je ne sais pas où, au ministère des Mines. On doit voter une loi. Si on a des parlementaires dignes qui ont été réellement élus, puisque j'en doute encore, il faudrait prendre une loi pour mettre un terme à la distribution des carrés miniers. Ça détruit le pays, ça détruit même l'écosystème. Ces gens qui gagnent des millions, combien versent-ils oui, combien? Au détriment de... Combien? C'est un pillage. On pille son propre pays. Il y a un individu dont je tais le nom. À Lubumbashi, là-bas, il y avait un monticule comme ça. Les résidus de cuivre et tout ça. Ça a disparu. Vous connaissez qui a fait ça? Suivez mon regard. Non. Ne nous voilons pas la face. Il faut des mesures draconiennes pour que ce pays se relève. Tant que le népotisme semble dominer, nous allons tourner en rond, nous aurons 90 ans, nous mourrons en regrettant, et quand on meurt en regrettant, on vous tourne le dos et vous tournez en rond. Ce pays aujourd'hui, en termes de ressources, vous le savez, je ne vous apprends rien, potentiel ou exploité, n'a pas d'égal sur la planète. Et c'est ce même pays qui a le peuple le plus affamé de la planète. C'est révoltant. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Et j'ai l'impression que ceux qui arrivent à s'enrichir scandaleusement n'ont plus un cœur humain. Ils n'ont plus un cœur de chair, ils ont un cœur de pierre. Ils ne se soucient pas de la misère noire de nos populations. Observez un peu les enfants. Je n'ai pas de salaire, je me débrouille. Une petite pension qu'on payerait pour nourrir un poulet pendant un mois, c'est ce qu'on paye les anciens parlementaires. Et c'est ridicule. J'observe les petits-enfants. Les petits-enfants de 5, 6 ans, 7 ans. Je quitte chez moi là-bas, à pied, exprès. J'arrive à Kintambo magasin, à 9h. Je trouve les petits-enfants de 6 ans, 5 ans, 7 ans, couchés sur le trottoir. Je lui demande, mais comment? Zobé, est-ce que vous êtes malade? Non, papa. Qu'est-ce qui se passe? J'ai faim. Et souvent, je verse des larmes. Si j'avais quelque chose en poche pour payer quelque chose, je leur donne, je rentre chez moi. Et c'est légion. Et tout ça ne préoccupe pas ceux qui comptent 10 voitures, des immeubles. Mais à quel titre seraient-ils encore des êtres humains?
Merci, monsieur le fondateur de l'UDPS, Paul Capita, l'un des 13 parlementaires, Sa Majesté Fumudi Fuma. Nous parlons, nous crèvons l'abcès, c'est pour que les dirigeants puissent comprendre. Parce qu'ici, j'ai invité les têtes bien faites de la nation. Alors, monsieur Fumudi Fuma, j'ai suivi un ministre, il a été reconduit aujourd'hui, ministre d'aménagement du territoire, Guy Luando, qui fait appel aux notables. Il dit pour que nos provinces se développent, revenez et construisez chez vous. Et la question que l'on se pose, est-ce que c'est aux individus de faire développer leur province ou c'est à notre l'État à mettre des conditions capables pour que la province se développe? Est-ce que ce n'est pas se moquer de peuples autochtones? Je me réjouis parce que vous l'avez si bien dit, les tableaux et à haut niveau. Hein. J'ai aimé 3 belles phrases. On crée une salle d'urgence et on y met des stagiaires. J'ai pris l'image qui venait d'un Boutaya Payamba. J'ai dit, ah, l'ancestral a un avantage, ce sont les images. C'est ça l'ancestral. Okay. C'est amener quelqu'un jusqu'à se remettre en cause lui-même. C'est ça même le jugement coutumier. C'est amener quelqu'un, finalement, à admettre, oui, là j'ai failli. Sans que vous ne puissiez le connaître et dire, ah oui, c'est vrai, là j'ai failli. C'est ce que nous n'avons plus. Un panafricaniste, ça veut dire le panafricanisme. Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un mot? Non. C'est une idéologie. C'est un combat. Mais c'est quel combat? Mais les combats, avant tout, de la révalorisation de soi-même. Qui suis-je? Avait dit Socrate, je crois. Connais-toi toi-même. Oui, connais Socrate. Si tu ne te connais pas toi-même, alors tu veux aller où? Nulle part. Les combats menés par les pères fondateurs du mouvement UDPS. J'aimerais rappeler que la révolution africaine n'est pas partie de l'UDPS. Je remonterai encore avant. Pour ceux qui veulent peut-être parler du lumumbisme, je dis non plus. Je reviendrai encore sur Kimbangu. Il y a la Bako aussi. Qui n'est que la succession du vent kimbanguiste. Okay. Mais kimbanguiste lui-même. Est-ce que nous ne remonterons pas à Kimpavita déjà 1600 qui s'est opposé pour dire non, ces gens viennent de nous infiltrer? N'a-t-elle pas signé l'alerte? Une fille à l'âge de 18 ans, 19 ans, qui s'est assumée. J'ai encore reposé la question. Les intellos, sommes-nous en train d'analyser ce que le blanc a lui-même appelé le code noir? Le code noir qui a permis que de 1482 à 1885, que nous assistons comme aujourd'hui bredouille à la balkanisation, division, recette. Est-ce que nous sommes sortis de là? Je dis, pour moi, j'éviterais que nous puissions trop parler de feuillage. Je dis, la graine commence par chercher le racine. Est-ce que nous allons confondre le racine dans des débats? Est-ce que le Janssen, ce qui a dit avant l'indépendance égale après l'indépendance, n'a-t-il pas lancé un mot? N'a-t-il pas exprimé du colonialisme au néocolonialisme? Quelles sont les stratégies utilisées pour nous ramener dans le même bac? Si nous ne l'étudions pas, je parlais de la carte d'identité, même à l'époque coloniale, le Belge a laissé la gestion paysanne au niveau local. Il ne s'est pas intéressé au chefferie, comment ça fonctionnait. Il a respecté l'autorité coutumière jusqu'au moment où il les a contournés pour finalement les mater. La recherche de l'indépendance, c'était pourquoi? Mais c'est pour qu'on se réveille d'abord. Sommes-nous réveillés ou sommes-nous encore hypnotisés? Là est la question. Très questionnante. Fondamentale. Les combats qu'ils ont menés pour dire non, les pays dévient. Juste après les indépendances.
Quelle était leur préoccupation? Ont-ils eu la réponse de cette première revendication? Et d'ailleurs, 3 faits. Les Marocains ont lancé l'initiative nationale pour le développement humain. Ils ont compris qu'il faut d'abord réhabiliter l'homme. Tant que vous n'avez pas réhabilité l'homme, on peut aller jusqu'à 50, 100 provinces. On peut encore les ramener même à 2. Il y aura toujours rien. Parce que c'est d'abord l'homme. Mbouté est en train de parler de tous ces enfants qu'il a retrouvés. Oui, c'est vrai, ils ont dit qu'ils ont faim. Mais la question, est-ce que tous ces aînés que nous sommes, tous ces intellectuels que nous sommes-nous aveugles pour que chaque jour en traversant le boulevard, qu'on voit ces enfants, comment ils quémantent, comment ils se baladent, nous nous sommes même habitués. Ah, chege, yaka. Sommes-nous encore humains? Il a relevé un fait, que les gens, plus ils s'enrichissent, plus ils deviennent insensés. Sans cœur. Mais est-ce que ce n'est pas général? Ce n'est pas une exception. Si hier, comme au Bénin, tout le vendredi soir, la ville c'est vide, du chef de l'État à tous les acteurs, fonctionnaires, repartent au village. Ils ne reviennent que le dimanche soir. Si aujourd'hui vous allez encore sur Bruxelles ou Paris, dès que vous êtes vendredi, mais la ville c'est vide. Les véhicules vont dans le sens opposé. C'est une réalité? Oui. Mais c'est une réalité. Okay. Ils vont en week-end, mais ils vont où? Même le président, je crois, Mitterrand ou Chirac, a dû montrer qu'après son pouvoir, il était reparti chez lui au village, il commençait à faire ses plantations. Donc le ministre du Développement rural, il a raison de dire... Il lui pose une question. Il pose une question, je dis, les maréchals avaient dit, retour. Mouzé a dit, reprenez-vous en charge. Le Raïs a dit, il faut relancer le pays et travailler. Mais j'ai malheureusement eu difficile à trouver les humains. Si j'en trouvais ne fût-ce que 15, j'allais faire autre chose. Mais je dis, le plus important, ce n'est pas de prononcer. C'est de dire, voici à quel niveau nous nous sommes trompés. On trouve des excuses. On trouve des échappatoires. Mais on ne revient pas pour dire, quand je parlais de l'identité, mais où sont passés tous les millions de Hutus qui ont échappé à la chasse rwandaise? Aujourd'hui à Kinshasa, nous qui sommes dans les provinces, vous voyez quelqu'un arriver, oui bonjour, oui, mais vous habitez ici, oui, vous êtes d'où? Du Kasaï. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, dit non, ça s'arrête là. Mais pour nous qui sommes informés, je dis Kasaï où? Ah non, bon écoutez, moi j'ai vécu à Kinshasa, je suis né à Kinshasa, et je sais juste que mon père est du Kasaï. Vous entrez en profondeur, vous vous dites, mais non, mais cette personne n'est pas congolais. Mais puisqu'il n'y a pas de repères, on admet tout. Okay. Quelqu'un va venir, non, je suis de Bumba. Vous êtes de Bumba, oui, de quel territoire? Il dit, non, je suis le territoire de Kabeka-Manga. Kabeka-Manga, Bumba. C'est déjà un problème. Mais c'est déjà un problème. Mais qu'est-ce que le colon a fait? Ce n'était pas une identité. Il a commencé par vous numéroter, non? Les Kala-Kala, ce n'est pas les cadres. Mais allez au Congo central, Ndombasi. Ça n'a rien de Bakongo. Ndofunsu, ça n'a rien de Bakongo. C'est Alphonse, c'est Sébastien. Parce qu'il fallait prendre un numéro, et après le numéro, on vous donnait un prénom, et le prénom devenait le nom, et encore, cette maladie existe jusqu'à aujourd'hui. Il suffit que je vous demande quel est votre nom. Vous n'allez pas me donner votre nom, vous allez votre prénom. Et c'était ça la politique de l'identité. Or, c'est le nom qui définit l'identité. Et cette identité, c'est quand il y a un clan, les clans qui se réfèrent à une terre. Tout ça, on a masqué. On va donner des identités parce que quelqu'un va dire je suis congolais, congolais comment? Non, non, moi donner une adresse, vous êtes déjà congolais. Merci. Non, je dis il y a des failles. Et si nous pouvons, avec toute cette crème intellectuelle, comme je dis, ils ont mené un combat. Les fondateurs de l'IDPS ont mené quoi? Un combat. Quel était le sens de leur combat?
Quand on veut parler du panafricanisme, quel est l'essence du panafricanisme? Qu'est-ce que nous recherchons? Aujourd'hui, devant encore avec les Mansa qui essayent de bousculer avec à majorité presque les vents camerounais. J'ai posé encore la question camerounais, oui, vous parlez, mais quel est le socle? Nous avons une science, moi j'appelais ça la science nouvelle, qui analyse en termes de scientifiques. Oui, en termes de scientifiques. 1 + 1 = 2. Mais à un moment, vous entrez dans les variables. Où on vous dit x plus y égale à 0 moins 2. Vous dites, ah non, là on entre dans quoi? Mais à un moment, le jour où vous vous retrouvez devant les bourgmestres, vous dites 1 + 1 = 1. Qui n'a rien à voir ni des mathématiques, ni de quoi que ce soit. Mais qui vous ramène à un phénomène famille que vous aurez à découvrir. Je dis, il y a un socle que nous avons perdu. La première équipe de la table ronde, après qu'on a chassé les colons, qui était la conférence, la table ronde politique. Mais 103 délégués, 33 chefs coutumiers. Ok. 103 délégués, 33 chefs coutumiers, avec un Sénat à 30% de chefs coutumiers cooptés. 30%. Aujourd'hui, on veut mettre les assemblées locales, les coutumiers même n'y sont pas. Est-ce que nous ne sommes pas en train de créer une nouvelle politique coloniale de continuité? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de reprendre le contrôle? C'est là où je dis, décentralisation, oui. Nous y allons, oui. Mais attention, nous allons ramener des stagiaires dans une salle d'urgence, dans un hôpital, avec comme conclusion, on veut plutôt neutraliser tout le monde. C'est là que ma préoccupation est en disant, nous, notre souci, c'est de dire, est-ce que toute cette crème intellectuelle, parce que les indépendances partent d'où? Aujourd'hui, les Chinois, les Coréens, les Indiens, même les Africains commencent à avoir leurs satellites. Ça bouge. Pourquoi? Parce que quand on envoie les gens étudier, ils reviennent avec une certaine connaissance de cette science. On dit, attention, chez nous, ça se passe comme ça. Mais ici, que faisons-nous? Et donc, si au préalable, nous pouvons ensemble se dire que cette crème qui commence à réfléchir, qui découvre, qui avait un souci, puisse se dire, mais mon souci, dans chaque étude, il y a une matrice. Quelle est la matrice du combat du Congolais? Merci. Merci, Sa Majesté Fumutu Fima. Je rappelle aux gens qui sont en train de nous suivre, l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV ou Delcas Télévision. Parce que les intellectuels de mon pays, les têtes bien faites, ils ont fait l'autopsie du Congo. Et je pense qu'ils sont aussi capables de donner des pistes et des solutions pour que les Congos se développent. J'ai dit qu'ils sont capables. Je donne la parole à M. Norbert Mbemba, le panafricaniste, l'ancien DIRCAP du VPM de l'Intérieur. M. Norbert Mbemba, M. Fumutu Fima n'a pas totalement répondu à ma question quand un ministre de l'aménagement du territoire dit « allez développer chez vous ». À qui appartient la responsabilité du développement d'une province? Est-ce les individus, les programmes que l'État met ou qui? Comment faire pour développer nos provinces? Je voudrais quand même apaiser les uns les autres pour dire que lorsque vous voyez un pays comme la France, c'est 4 fois et demi moins que le Congo, mais c'est 38 000 communes. 38 000 communes. 38 000. Voilà. Or, nous avons même la projection respectée, 603 communes. Or, on n'y est même pas encore là. Donc, la recherche de la proximité pour résoudre les problèmes dans une approche participative de la population, elle est très indispensable. Deuxième chose, on a créé plusieurs provinces. Où sont les moyens? Ici, je voudrais insister pour dire, ce ne sont pas les moyens qui créent la décentralisation. C'est la décentralisation qui crée le moyen. Et donc, si la décentralisation est rendue opérationnelle, c'est très clair que les moyens seront mobilisés. Et il y a des techniques pour mobiliser les ressources. Je voudrais également dire qu'il faut distinguer des tableaux de réflexion. Les tableaux qui portent sur les héritages coloniaux
où on parle de décentralisation parce qu'on en parle en Europe, où on parle agriculture parce qu'on en parle en Europe, etc., où nous faisons la copie certifiée conforme, qui ne nous donnera jamais de résultats. Et le panneau qui consiste à rechercher un autre paradigme. Nous avons tout essayé avec ces venus de l'extérieur. Nous n'avons pas eu les résultats que vous voulez. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Quelles doivent être les alternatives? Ça, c'est une autre réflexion dont on a besoin des gens qui croient aux valeurs africaines, des chefs coutumiers qui ont été initiés pour connaître le secret de la société et qui sont capables de nous livrer ce secret pour scientifiser, moderniser et théoriser. Si on n'est pas arrivé encore à ce niveau-là, on va continuer à pleurer des millénaires. Je voudrais également rappeler que si l'on tient compte des apports de l'Occident qui ne nous emmèneront nulle part, voilà, on va faire un programme. Et la tendance générale, c'est qu'on a difficile à mobiliser ce qu'on cherche, de pouvoir répondre à la préoccupation. Peut-être qu'on va recourir, n'est-ce pas, aux partenaires, qui en réalité, ces partenaires-là, ont été mis en place justement pour piéger et bloquer. Ils n'ont aucun amour pour que nous puissions justement changer. À un moment donné, je faisais la réflexion en disant, il faut arrêter. Même le système des Nations Unies, les gens qui se sont bâtis, qui connaissent ce que cela représente, sont là. Ils n'ont jamais voulu faire un pacte quelconque, parce qu'ils savent qu'ils ont derrière leur tête ce qu'ils cherchent, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, sincèrement, Delphin, la dernière question, vous me posiez la question pour savoir si l'IDPS avait des élats de velléité panafricaine, etc. Je crois que cette question, vous avez suivi, même avant qu'on commence, quel est le niveau de réflexion par rapport à cette question. On n'est pas détaché. On n'est pas détaché. L'école que nous avons suivie, c'est une école qui nous a menés à avoir des commis, mais qui en réalité cherche les positionnements personnels. C'est pas un positionnement collectif. C'est comme ça que quelqu'un même peut venir d'Harvard. On lui donne une responsabilité, il cherchera à se positionner seul. Et voilà, donc la situation elle est là, et si on n'arrive pas à faire le diagnostic, alors on va attendre longtemps. Alors maintenant, si je me place dans cette position occidentale à laquelle nous sommes en train d'utiliser, sans se poser véritablement des questions, il y a deux approches. Il y a l'approche top-down, c'est-à-dire un développement qui monte du haut vers le bas. Mais il y a aussi le développement qui est conçu de bas vers le haut, lequel il faut accepter. Et nous sommes tous d'accord qu'il faut partir de la base. Parce que c'est là qu'il y a la nature naturelle. C'est là qu'il y a le secret de la puissance. Et c'est là qu'on va mutualiser toutes les énergies. Non seulement pour mobiliser l'argent, mais également l'esprit qui a conduit la création de ces entités, etc., puisse nous aider. Certainement que le PDL a été concis, a tenu compte d'un certain nombre de besoins, certes, mais l'approche qui consistait naturellement à aller, à dégager, faire participer, etc., c'est pas cette approche-là qui a été d'utilisation. Et alors maintenant, il faut corriger ça. Corriger suppose que aller dans une logique de contingence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si nous avons pensé que notre peuple a besoin de ceci et que nous avons proposé ceci, comment faire en sorte que ce peuple-là puisse s'approprier de ce que nous avons pensé? Et ça nécessite ce que disait l'ambassadeur, la vulgarisation, la sensibilisation, etc. Or, le projet est en cours lui-même parce que... mais c'est pas trop tard véritablement de changer. Je voudrais dire et tranquilliser les fondateurs. Et je vous ai toujours dit qu'il y a des gens qui suivent le fondateur. Il y a aussi des gens qui prennent les trains en cours de route et qui ne sont pas préoccupés par les motivations de départ. Je crois que nous sommes les quelques rares qui faisons un petit effort pour s'auto-évaluer, pour voir si on est resté dans la logique ou on n'est pas dans la logique. Et soyez rassurés que votre travail
n'est pas tombée dans un désert. La graine a été cultivée, elle va germer, elle est germée, mais elle n'a pas encore pris de l'encensaire. L'histoire et les générations futures vous seront reconnaissantes. Il ne faut pas arrêter de parler, il faut toujours continuer à recadrer pour que votre vision soit véritablement matérialisée. On en a besoin. On a besoin de ces recadrages. C'est posé. Alors maintenant, par rapport au projet PDL 145... Est-ce que le développement est possible? Et si oui, ça va se faire comment? Parce qu'il y a des questions encore très questionnantes. Oui, mais il semble qu'il y a les gens qui ont récupéré ces projets, mais ils sont dans des antivaleurs. Est-ce la justice va suivre? Est-ce nous connaissons des projets qui ont commencé, mais à la fin, il y a des scandales? C'est ça l'inquiétude. Vous savez, il ne faut pas chercher à trouver des solutions à des problèmes. Il ne faut pas chercher des solutions simples à des problèmes complexes. Ce n'est pas le fait parce qu'il y a $3,000 et on nous gère $3,000 que vous croyez que le développement arrive. Non. C'est un peu plus complexe, c'est plus un peu holistique, etc. Parce qu'en réalité, qui gère les 3,000? Quel est son niveau technique pour faire le travail? Quelle est sa capacité de gestion? Quel est son profil? Quel est son background? Quelle est sa vitesse de traitement des dossiers? C'est de tout ça qu'il faut véritablement se poser la question. Alors maintenant, quand on regarde les acteurs, que ce soit étatiques et non étatiques, quelle est leur qualité de leadership par rapport, n'est-ce pas, à la performance recherchée, etc. C'est toutes ces questions questionnantes, pour reprendre ton terme, qui constituent véritablement un besoin réel. Mais pour l'instant, je crois qu'on a tenté de faire les élections au niveau de communes, encore que je crains que parce qu'au terme de ces élections, on aura 11 000 députés, on aura 3 000 ministres, parce que jusqu'au niveau de l'échevin, lorsque la projection est respectée, on aura plus de 1 000 animateurs exécutifs. Et vous voyez, une sorte de bourgeoisie qui va se créer et qui aura difficile véritablement de consommer, d'avoir de l'argent pour affecter pour l'énergie, affecter pour l'eau, affecter pour les bacs, affecter pour les routes, etc. C'est comme ça que, et je termine par là, je me dis qu'il y a moyen même de revisiter la Constitution, parce que l'article 220 interdit qu'on puisse y toucher. Que ce soit le pouvoir de province, que ce soit c'est pas le mandat. Or, le pouvoir de province, vous voyez ce que cela représente en termes de qualité des prestations, ça pose des interrogations par rapport à la performance entendue. Et moi je dis, si tel est le cas, qu'on appelle tous ces chefs coutumiers, qu'on discute, pour qu'on donne, n'est-ce pas, un modus vivendi. J'ai vu les Français venaient avec Macron, bien entendu, faire les rappels des meilleurs d'entre eux pour discuter sur différentes questions. Et c'est dire, mais 5e République essoufflée, démodée, comment aller vers la 6e République. Soyons ensemble, discutons, cherchons les alternatives. À la question du ministre d'État Luando, des notables, ils doivent aller construire. Non, la responsabilité, justement, de développement relève de la compétence des acteurs étatiques et non étatiques. C'est-à-dire l'État qui a un programme, qui a des projets et qui travaille au service de la population. Mais il peut y avoir aussi des individus. Des individus également, par leurs contributions, par leurs rapports, etc., peuvent aussi poser des actes qui permettent véritablement à transformer leur entité. Est-ce que la responsabilité leur revient? Moi, je dis non. C'est un devoir de participation, c'est un devoir de contribution par rapport à l'épanouissement de la communauté. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur Alain Atundoune est en train de citer le développement à la base. Est-il possible? Là, on est en train de chercher depuis des solutions. Est-ce le problème? C'est l'initiateur du projet? Le problème, c'est le collaborateur? Ou le problème, c'est qu'il y a manque de suivi?
Est-ce que le développement du Congo est possible? De toute évidence, c'est possible. Mais il y a des préalables. Déjà, la conceptualisation ou la segmentation du territoire national en plusieurs entités de développement, c'est un préalable. Ça signifie qu'on a atteint au moins un niveau d'organisation, de conception. 2, c'est la qualité de l'homme. Ok. La qualité de l'homme. Il n'y a pas que l'intellectuel, l'intelligence, mais c'est plus la conscience de l'homme. Un Congolais aujourd'hui, c'est qui? En termes de patriotisme, c'est quelqu'un qui accepte $1000 pour faire entrer un ennemi, ou bien quelqu'un qui refuse $1000 et dénonce celui-là. Donc la qualité de l'homme est essentielle. Et puis la technicité. Ok. La technicité, nous avons des gens qui sont partout. Hein. Je me souviens du temps de Mobutu, qui avait dit qu'il y avait un Congolais médecin dans la cour du roi Faisal. Hein, il y avait... C'est à nous de faire le rappel des titres, le rappel des troupes. On ne peut pas rappeler les troupes sans une organisation. Ils vont venir ici. Non. Il faut aussi aller. Et là, l'appel du ministre Guy à tous ensemble, qui est complémentaire à la vision de développement par 145 territoires. Parce que le développement des 145 territoires, c'est quoi? Vous identifiez d'abord les acteurs localisés dans l'entité. Ceux-là peuvent faire appel à l'apport des autres. Donc si déjà celui qui est dans un village n'a pas de maison, vous ne lui dites pas que non, on ne peut pas habiter 20 dans une maison, faisons ceci. Ou bien, il faut qu'il y ait une maison, mais un enclos aussi pour cela. Donc il faut que les besoins soient identifiés par ceux qui vivent ces réalités et non pas imposés de Kinshasa pour dire nous estimons qu'il faut des maisons avec des toilettes à l'intérieur de la maison. Il y a une expérience malheureuse quelque part. Parce que chez nous, au village, dans nos coutumes, on ne peut pas manger et dormir là où on fait caca. Donc quand tu viens au village et tu mets la toilette à chasse d'eau, mais c'est pour boire et ils n'iront jamais là-bas. Donc il y a tout un travail à faire sur la qualité de l'homme. Mais, comme on dit, un professeur de psychologie générale, le professeur Albert Vanno, la vie, ce n'est pas d'abord ça. La vie, c'est ça en même temps. Donc aujourd'hui, nous sommes là en train de parler, mais nous devons être habillés. Mais nous devons tenir compte de ceux qui nous écoutent. Nous devons réfléchir. Donc aujourd'hui, je crois que le développement est possible pourvu que nous remplissions ces préalables, c'est-à-dire l'organisation, la qualité de l'homme. Et puis, nous allons continuer. Parce que attendre que toutes les conditions soient réunies de façon idéale et même idéale, eh bien, c'est ne jamais partir. Merci, monsieur l'ambassadeur Alain Atoun. C'est également votre mot de la fin. Le fondateur de l'UDPS, Paul Kapita. Si je ne pose pas cette question, les gens risquent de s'énerver. Quelqu'un m'a dit, oui, on peut construire quelques bâtiments dans certaines provinces, dans certains territoires, mais s'il n'y a pas de routes, il ne faut pas penser à un développement. Il semble que les pays n'est pas relié, il n'y a pas de routes. Dans nos provinces, il y a quand même des choses qui pourrissent là-bas parce qu'ils ne savent pas amener cela jusqu'ici en ville. Comment parvenir à résoudre ces problèmes?
Oui, c'est-à-dire la relever. Notre problème est essentiellement un problème d'hommes. Il faut avoir des hommes d'État. Et Pas des politiques. Mais tout homme politique, c'est un homme d'État. On ne peut pas être l'un et ne pas être l'autre. On ne peut pas s'ériger en homme politique sans avoir des notions élémentaires de l'État. Non, c'est ainsi qu'il y a des aventuriers dans certains pays d'Afrique qui croient embrasser n'importe quoi. Dans notre pays, le problème qui se pose est un problème d'hommes. Ce n'est pas que ces hommes manquent, mais les modalités du choix de ces derniers semblent laisser à désirer. Il y en a qui privilégient les raisons d'ordre tribales, il faut être des copains, des anciens copains. On fait une faveur à mon ancien ami. Non, on doit juger l'homme à qui on confie des responsabilités à n'importe quel niveau. Je ne commettrai pas un impair en disant ça me concerne. J'ai pu me tromper. Monsieur Moutamba, ce ministre-là, je ne le connais pas, mais je l'apprécie. J'ai pris Dieu pour qu'il continue sur cette lancée-là. Voilà au moins quelqu'un qui manifeste et qui prouve qu'il aime son pays. Et je lui souhaite toutes les bonnes chances. Merci. Parce que le problème du Congo est un problème d'homme. On doit... Les critères sont connus, mais enfin les ignorer. Il ne faut pas privilégier les relations d'ordre familial, tout ça, non. Il faut la compétence, la technicité. Et le pays avancera. Merci, monsieur le fondateur. Monsieur Massounda, il ne faut pas chercher que les ancêtres me tuent. J'ai déjà donné le mot de la fin à Sa Majesté, quand même, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent? Tout ce que vous avez décrit, oui. Mais ces politiques n'écoutent pas. Est-ce qu'il n'y a pas une recette de la part de vous, les chefs, pour que les gens aient quand même peur de voler les choses sacrées de l'État? Nous voulons un développement, mais c'est avec des valeurs. C'est votre mot de la fin. Merci, je pense que Moutatoun nous l'a dit. L'homme. Il faut redéfinir l'homme, il faut ramener l'homme. Mouta Capital le rappelle de nouveau, l'homme. Mais la grande question, qui peut-être devrait être fondamentale pour Mouta, le panafricaniste, est-ce que dans nos universités, qui sont des collines inspirées, parce que quand on veut dire inspiré, ça veut dire on voit l'esprit. Parce que l'homme, c'est l'esprit. L'homme n'est pas parce qu'on donne des cours, non. C'est l'esprit. Quand on dit colline inspirée, c'est supposer qu'on veut mettre l'esprit dans cette personne qui sera le cadre de demain, qui sera envoyé pour appliquer le développement. Avez-vous déjà vu cet auditoire dans lequel on forme les francs-maçons? Alors que cela se passe dans la colline inspirée. À quoi servent toutes ces histoires ésotériques? Ces loges-là, quel est leur sens d'existence? Quelle mission ont-ils? N'est-ce pas la gestion de l'esprit? Et ça se passe où? Dans ces lieux de formation par excellence. Dans des auditoires qui n'existent pas. Il faut rattraper l'homme. Et là, je rejoins encore Mbuta Yamba Yamba quand il dit « Rappelons nos coutumes. » Ne soyons pas ni complexés, ni les matuvismes, mais c'est de se dire que retrousser les manches, c'est de se dire, comme a dit Socrate, connais-toi toi-même. Qui sommes-nous? Sommes-nous prêts à se dire, en fait, tous les débats que nous sommes en train de tourner autour a d'abord un socle, retrouver l'homme. On ne peut retrouver l'homme si on ne retrouve pas l'esprit, et que cet esprit
pour y combattre et ramener l'homme, il y a un socle qui est coutumier. Merci. Et si cette place est ramenée à sa place, c'est cette volonté que nous exprimons, tant pour l'accompagnement du chef de l'État que de l'intellectuel congolais. Pour au moins que le commandant suprême, la plus haute autorité coutumière en prenne conscience, pour dire, hey, revenons là, peut-être, c'est par là que nous allons traverser. Sinon, on peut beau nommer des gens dans des postes, mais dès qu'il entre dans la salle de son cabinet et qu'autour de lui, il y a autant d'esprits qui tournent, il est non seulement hypnotisé, mais il en sort nul. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Saint Majesté. Fumu Odifima, c'est également votre mot de la fin. Nous mettons un point à cette émission pour aujourd'hui, mais je pense que vous étiez très nombreux à la maison. Je vais garder cette grande équipe pour des sujets de réflexion. Pour le pays, vous étiez les derniers à prendre la parole. 5 secondes. Non, je voudrais simplement dire que ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas. C'est parce que l'on n'ose pas que c'est difficile. Nous sommes dans un vaste chantier. Nous devons tenter les différents produits pharmaceutiques pour qu'on soit guéri. Ayons le courage d'oser et le courage de l'audace va nous permettre d'avoir véritablement des résultats. Merci, M. Norbert Mbemba. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était votre mission au centre. Le développement à la base est-il possible avec ces grands projets initiés par le chef de l'État, PDL 145 territoires? Vous avez suivi les têtes bien faites de la République. Ils ont fait l'autopsie de la gestion, l'autopsie de notre pays. Mais à la fin, ils ont chuté par deux pistes. Des solutions, ça peut faire mal, mais prenez ce qui est bon parce qu'ils sont là pour vous aider. Malgré, vous ne voulez pas associer l'expertise parce qu'à un moment, si vous bloquez dans des pays sérieux, après cette émission, vous pouvez les appeler, mettez-vous ici, par rapport à ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je pense que ce qu'ils ont dit, c'est pour l'intérêt de la nation. Si ça vous fait mal, prenez cela comme l'acte patriotique. Merci à vous et merci à Fumu Odifima, Sa Majesté Roi Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'ambassadeur Alain Atundu, une bibliothèque pour la RDC. Merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci au fondateur de l'UDPS, l'un des 13 parlementaires, les pionniers, l'homme qui a amené plusieurs personnes dans ces vents de la démocratie. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Paul Gabriel Kapita Chabani. Et de l'autre côté, M. le panafricaniste Norbert Yamba. Merci pour la pertinence de vos arguments et je pense que le Congo et l'Afrique se sentent fiers de vous avoir comme l'un de nous. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à l'équipe derrière la caméra. Naga était là et de l'autre côté, je vois Naomi était là. Merci aussi la réalisation de cette émission, Monsieur Masunda, la main ingénieuse. Merci à vous et Monsieur Jimmy côté régie finale. Côté YouTube, Rachidi et les managers pour le bon moment. Suivez cette émission dans plusieurs chaînes qui vont nous diffuser BRT, Télévision Centrale, Télévision One Way, autant de chaînes et notre RDC est possible. Au revoir.